Bonsoir, vous présidez l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On va bien entendu revenir sur la décision de Vladimir Poutine et ses déclarations tôt ce matin. Mais d'abord une réaction. Il y a un communiqué de la Maison-Blanche qui annonçait une condamnation très ferme de Joe Biden. Il n'en est rien. Oui, parce que Joe Biden a rappelé dans son discours, tout comme l'avait fait Emmanuel Macron, que les choses sont claires et que finalement l'annonce des 4 référendums à venir entre vendredi et mardi prochain, ou l'escalade qui pourrait consister évidemment à partir du principe que cette mobilisation, qui n'est que partielle mais qui en est une quand même, ne change pas grand-chose. L'Ukraine ne va pas modifier sa stratégie, l'Ukraine continue son offensive, l'Ukraine ne reconnaît, tout comme la communauté internationale, pas ces référendums. Et un peu, le discours de Joe Biden, tout comme le discours d'Emmanuel Macron, je pense qu'il sera peut-être un peu différent de celui de Volodymyr Zelensky ce soir, prévu à 21h, consiste à dire que, en gros, il ne faut pas sortir de la piste ou le sillon dans lequel on s'est ancré, c'est-à-dire continuer à mobiliser militairement une réponse donc à Moscou, continuer à dénier tout droit, quel qu'il soit, d'obérer le territoire de l'Ukraine, et puis surtout de rappeler, comme l'a fait Joe Biden ou comme l'a fait Emmanuel Macron hier soir, les principes intangibles de la charte du 20 juin 1945, donc qui sous-tend les Nations Unies. Restez avec nous, Emmanuel Dupuis. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Il s'exprimait hier, mais il vient à nouveau de s'exprimer sur le conflit russo-ukrainien. Il appelle à mettre une pression maximale sur Vladimir Poutine, le président russe, qui a donc sonné ce matin la mobilisation. 7 mois quasiment après le début de l'invasion de l'Ukraine. Faut-il y voir un aveu d'échec? On va tenter de répondre à la question, mais avant, on écoute Vladimir Poutine. Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose de diverses armes de destruction. Ce n'est pas du bluff. J'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'état-major général de procéder à une mobilisation partielle dans la Fédération de Russie. Notre correspondant Paul Gogo est en direct de Moscou. Bonsoir Paul, quelles sont les réactions en Russie à cet appel à la mobilisation partielle? Eh bien, pour l'instant, une réaction de panique par une partie de la population seulement, mais une panique qui est tout de même visible, tout simplement parce que les frontières de la Russie ont été totalement prises d'assaut aujourd'hui, apparemment par une majorité de jeunes hommes qui ont tenté de quitter le pays. Il faut savoir que les frontières ne sont pas fermées, qu'il n'y a pas encore de tri entre les personnes qui quittent le pays. Mais la panique s'est aussi développée dans la journée parce que beaucoup de Russes se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de billets d'avion qui étaient disponibles pour quitter le pays, ou que les rares billets d'avion qui restaient étaient à des prix exorbitants. Et donc, beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions. Il faut aussi noter que les propos de Vladimir Poutine de ce matin sont une chose, mais il y a le décret qui a ensuite été publié, un décret qui est beaucoup plus flou et qui, contrairement à ce que disait le président russe, va permettre au gouvernement, aux autorités russes, d'en fait enrôler à peu près qui ils veulent dans leur armée dans les mois qui viennent, et pas seulement des spécialistes comme le président et son ministre ont pu le dire, tout simplement parce que il n'y a pas de limite dans les propos, dans les termes, et qu'en Russie, tout le monde, toutes les personnes qui ont fait leur service militaire sont considérées comme des gens mobilisables. Alors des prix d'avion, effectivement, vous le disiez, exorbitants. On parle parfois de 2400 €. Selon certaines sources aussi, Paul, les Russes âgés de 18 à 60 ou 65 ans confirmément ont interdiction de quitter le pays. Qu'en est-il ? Alors là, c'est vraiment la question qui se pose. Il y avait beaucoup de rumeurs ce matin, et notamment sur les réseaux sociaux, on voyait des gens qui demandaient: est-ce que vous savez si on peut passer à la frontière entre la Russie et la Géorgie? Et il y a eu des histoires, des rumeurs de jeunes hommes dont la sortie du territoire leur aurait été refusée. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de tout ça, parce qu'il y a encore des détails qui doivent être précisés. Même le Kremlin l'a dit, on diffusera prochainement une liste de tous les gens, toutes les catégories qui sont exemptées de cette mobilisation, ce qui veut dire que certaines personnes qui ont l'âge d'être mobilisées ne pourront pas l'être. Et donc, il faudra observer dans les jours qui viennent comment tout cela va se passer. On se rappelle qu'au début de la guerre, il y a eu la même vague de panique. Et quelques semaines plus tard, nombre de ces Russes qui avaient quitté le pays en vitesse étaient revenus en Russie. Paul, juste pour terminer, vous pouvez me dire oui ou non, parce qu'on est un peu pris par le temps. Est-ce que vous
vous confirmer qu'il y a des bouchons de 35 km à la frontière finlandaise? Et est-ce qu'il y a des manifestations, tout simplement, ce soir, quelque part en Russie? Alors oui, pour les bouchons et les manifestations, plusieurs d'entre elles ont déjà eu lieu dans de nombreuses villes du pays, mais à chaque fois il y avait seulement quelques manifestants parce que c'est risqué de manifester et qu'un jeune homme qui manifeste aujourd'hui en Russie peut très bien être enrôlé lors de son arrestation dans l'armée derrière et finir dans le Donbass. Merci beaucoup, Paul. Et on le sait, avant même les annonces de Vladimir Poutine, le recrutement de civils avait déjà commencé, comme nous le montrent ces images commentées par Dimitri Porte. C'est une caravane promotionnelle. Elle sillonne les contrées russes à la recherche de recrues. Nous sommes à Rostov, dans le sud de la Russie. Dans leur tenue de camouflage et masqués de noir, ces soldats prennent la pose avec les badauds. Ils vantent l'opération militaire en Ukraine. Le titre des brochures est sans détour. Service militaire sous contrat, le choix des vrais hommes. Maintenant, nous pouvons considérer aptes au service militaire les citoyens russes et les étrangers âgés de 18 à 60 ans avec au moins une éducation secondaire. Le salaire mensuel minimum proposé est de 160 000 roubles, 2 700 $, soit près de 3 fois la moyenne nationale. L'une des recrues potentielles est musicien. Il s'appelle Viktor Yakunin. Il se verrait bien rejoindre l'armée. J'aimerais servir dans les troupes aéroportées. Mes parents m'ont élevé depuis l'enfance pour aimer ma patrie, pour protéger le monde russe. Je crois que le pouvoir est avec nous. Dans le camion, le gradé lui explique que la prochaine étape sera un examen mental. S'il le réussit, il y aura des tests physiques, de vitesse, de force et d'endurance. À l'extérieur, de jeunes hommes, certains accompagnés de leur famille, regardent une exposition temporaire montrant des photos de héros officiels du conflit. À côté d'un grand panneau sur lequel on peut lire « Tradition de la victoire ». Emmanuel Dupuis, expert en sécurité, est toujours avec nous. Emmanuel Dupuis, cette mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine, est-ce qu'elle témoigne, selon vous, est-ce qu'elle peut être interprétée comme une escalade dans ce conflit? Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse de la part du président russe? Ça peut être interprété des deux manières. Il s'agit bien d'une escalade puisqu'il y aura, entre guillemets, plus d'hommes en capacité. Petite rupture de liaison avec Emmanuel Dupuis, sans doute un petit mouvement de caméra. On va essayer de retrouver l'expert Emmanuel Dupuis dans quelques instants. Une condamnation peut-être de la part de l'Europe, aussi de l'Allemagne. Washington, on l'a dit, d'y prendre au sérieux la menace de Poutine, dénonçant une rhétorique irresponsable. La Chine, en revanche, elle, appelle à l'apaisement, elle appelle à un cessez-le-feu à travers le dialogue. Voilà pour ses réactions. C'est un acte aussi de désespoir selon l'Allemagne. Emmanuel Dupuis, je vous repose la question, est-ce que c'est un aveu de, désarroi, comme le disent notamment les Européens? Oui, c'est à la fois une escalade, puisqu'il y aura plus de militaires russes qui seront donc présents sur le territoire ukrainien, hélas pour combattre, mais c'est aussi un aveu de faiblesse, car dans le même temps que Vladimir Poutine déclare une mobilisation partielle, 300 000 hommes, alors qu'il y a potentiellement 2 millions de réservistes, il annonce des chiffres qui sont très loin de la réalité en ce qui concerne les victimes, entre guillemets 6 000 morts. Et donc ça donne un peu l'impression d'une forme de débâcle, puisque d'un côté, s'il n'y aurait que 6 000 morts, et l'on sait qu'il y en a beaucoup plus, pourquoi à ce moment-là faire recours à une mobilisation en masse, sachant que l'opération militaire spéciale a toujours été présentée comme étant volumétriquement parlant conséquente, avec 150 000, 160 000. Emmanuel Dupuis, il y a cette question de la menace nucléaire, entre guillemets. Précisons que Vladimir Poutine n'a jamais, au cours de ce discours, prononcé le mot nucléaire, ni arme tactique, mais il dit on utilisera tous les moyens pour nous défendre. Le président Zelensky dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est envisageable? Alors, il a inversé la charge, si j'ose m'exprimer ainsi, en évoquant le fait que la Russie se sentirait presque obligée de se défendre face à une menace nucléaire venant des pays de l'OTAN, en évoquant le fait que la Russie dispose de ces armes. Or, on sait très bien que dès le début de ce conflit, ce sont bien les Russes qui ont menacé en évoquant le fait qu'ils étaient une puissance nucléaire. Moi, je ne crois pas, comme beaucoup d'autres, à la menace d'une puissance nucléaire. Par contre, comme c'est en discussion actuellement à l'ONU, la menace d'armes des armes de destruction massive, certes, mais qui ne sont pas des armes nucléaires, je pense à l'arme chimique, sont effectivement un risque, et entre guillemets, un risque pris très au sérieux
Joe Biden l'a rappelé dans son discours. Emmanuel Dupuy, on ne l'entend pas forcément, mais quand on dit nucléaire, ça veut tout et rien dire. La Russie a bien entendu des bombes nucléaires tactiques. Pour la Russie, semble-t-il, elles font partie des armes conventionnelles, ce qui n'est pas du tout le cas pour une armée occidentale. Est-ce qu'il peut y avoir une frappe tactique nucléaire de la part de la Russie ? Ça fait partie effectivement de la doctrine russe, l'utilisation sur le terrain de ce qu'on appelle les armes de premier usage, des armes nucléaires, donc entre guillemets, qui ne sont pas celles que nous utilisons dans notre capacité de dissuasion, qui sont des armes défensives. Nous répondrons à une attaque nucléaire, mais effectivement, la Russie dispose de ces armes. D'ailleurs, un certain nombre de propagandistes du Kremlin évoquent le fait que désormais, comme il n'y a plus de limite à cette guerre, il faudrait utiliser cette arme, et notamment en évoquant le fait de la cibler sur des charges et des lieux très symboliques. Certains avaient évoqué Mariupol il y a quelques mois, et de plus en plus de Russes évoquent le fait qu'il faille utiliser cette arme, par exemple sur l'île aux serpents. Et pour l'heure, on le rappelle, seuls les États-Unis l'ont utilisé, l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Emmanuel Dupuy, vous restez avec nous, puisqu'à partir de vendredi, on le sait, des référendums vont s'étaler sur 4 jours dans les républiques autoproclamées du Donbass, Donetsk et Louhansk, mais aussi dans 2 autres zones occupées. La question sera simple, oui ou non au rattachement à la Russie. Alors comment vont se prononcer les habitants de la ville de Kherson? Élément de réponse avec Sophie Goldstein. Une ville ukrainienne dans la guerre, Kherson, actuellement sous contrôle russe, que les Ukrainiens tentent de reprendre par les armes. Il y a quelques jours encore, le QG de l'administration régionale était frappé par un missile. À partir de vendredi, les habitants seront appelés aux urnes. Référendum sur leur attachement à la Russie, voulu par son président. Je souligne que nous ferons tout pour garantir des conditions sûres pour les référendums afin que les gens puissent exprimer leur volonté. Objectif annexion, comme la Crimée en 2014. Les habitants de Kherson, déplacés par la guerre, ne sont pas dupes. Pour moi, ce n'est pas un référendum parce que ce qui s'est passé, c'est un vol de territoire. Et ce que veut faire la Fédération de Russie avec ces territoires, c'est illégal. Gennady a déménagé en août à Zaporijia pour échapper au combat. Olena et ses enfants se sont réfugiés à Kiev, la capitale ukrainienne. Le référendum, il devrait l'organiser sur l'effondrement de la Russie. On n'a pas besoin de la Russie ni dans la région de Kherson, ni ailleurs en Ukraine. Mais à Lougansk, dans le Donbass à l'est, l'une des places fortes des séparatistes pro-russes depuis 2014, tous ceux qui s'expriment sont évidemment pour le rattachement à la Russie. Voter contre, je ne vois pas qui ferait ça. Mais s'il y en a, ils seront bienvenus en Ukraine. Ma génération pense que l'effondrement de l'Union soviétique était une erreur. À Lougansk et Donetsk, ce seront les 2e référendums sur le sujet. Nul et non est venu, tous autant qu'ils sont, a fait savoir le président ukrainien. Emmanuel Dupuy, Vladimir Poutine, dans son allocution, a dit évidemment qu'il reconnaîtrait automatiquement ces régions comme faisant partie de la Russie. Il y a déjà eu la Crimée qui a été annexée en 2014. Qu'est-ce que ça changerait, au fond, l'annexion de ces 2 républiques autoproclamées et de 2 régions occupées ? Pas grand-chose, puisque, comme je l'ai dit précédemment, la Russie continuera à maintenir sa pression militaire. L'Ukraine continuera à essayer de récupérer des territoires qu'elle considère justement comme les siens. Mais est-ce qu'elle considérera, en cas de contre-offensive de l'armée ukrainienne pour reprendre ces zones, qu'il s'agit d'une déclaration de guerre contre son territoire, contre une partie intégrante de son territoire? C'est déjà le cas, puisque la Russie considère qu'elle est intervenue pour protéger des territoires de ressortissants qui ont appelé à sa protection. C'est le cas évidemment des 2 oblasts de Donetsk et de Lougansk. On pourrait même prendre le cas de la Crimée. Cet été, il y a eu des frappes des forces armées ukrainiennes contre la Crimée et il n'y a pas eu de réplique. En tout cas, il n'y a pas eu de réplique de nature autre que conventionnelle. Donc moi, je ne crois pas que ça changera grand-chose, si ce n'est que ça met une pression très forte sur les Occidentaux pour continuer et intensifier leur livraison d'armement, parce que c'est comme ça que les Ukrainiens vont récupérer des territoires et de facto des territoires qui pourraient voter dans quelques jours, mais qui pourraient être reconquis dans quelques semaines ou quelques mois. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy.